Bonjour, bonjour sur les palabres de Macabou. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Macaboufa, Macabou Makouma Idrassé, praticienne en déprogrammation des mémoires cellulaires, dub poète et palabreuse. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir partager cette palabre en direct live avec le Sénégal, avec Nianing exactement, donc dans le village de Nianing. Et comme vous pouvez le constater, vous regardez, on vous montre l'horizon, on vous montre la mer. Et cette mer, justement, qui pourrait en dire long, qui pourrait exprimer énormément de choses. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Brad, que vous ne voyez pas encore. Et Brad, il a énormément de choses à vous raconter, à vous partager, à exprimer. Et donc, bonjour Brad, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, Fabi. Ça va bien et toi? Ça va, je vais très bien, merci. Ça va, on est là, on tient. On est là, on tient par la grâce. On fait ce qu'il y a à faire. On fait ce C'est qu'il y a bien, à c'est la faire. base. Alors, je me suis permise de te contacter. Alors, pour la petite histoire, j'ai rencontré Brad il y a maintenant 1 an et demi lorsque je suis allée au Sénégal. Et nous avons beaucoup échangé sur différentes choses. Et ces échanges ont été très fructueux et nous avons continué à garder donc contact. Et ces derniers jours, vu un post de Brad passer qui m'a beaucoup touchée. Et donc, je lui ai proposé de venir à la fois témoigner et partager ce qu'il a à dire avec les personnes qui regarderont cette palabre, parce que Brad a énormément de choses à dire. Et donc, je lui laisse la parole. Merci, Makavou. En tout cas, c'est tout un plaisir pour moi aussi de rejoindre la PALA parce que déjà, comme vous dites, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'immigration clandestine, les causes, les conséquences et beaucoup de choses. En tout cas, je serais très ravi de partager ces moments avec toi pour bien discuter et élucider aussi certaines questions qui éclaireront des lanternes sur beaucoup de choses et sur le pourquoi de l'immigration clandestine. Ok, Barna. Alors, il s'est malheureusement déroulé un fait tragique ces derniers temps, il y a quelques jours. Et j'aimerais que tu puisses justement partager ce qui s'est passé et partager du coup les raisons, parce que nous avons déjà échangé sur la question, mais du coup, je te laisse l'espace-temps de pouvoir pleinement exprimer ce que tu as à la fois sur le cœur et dans la tête, parce que je sais combien cela t'a touché. Et puis, ça ne peut pas être, tu ne peux pas être indifférent puisque ce sont des gens de ta ville, de ton village. Mais je sais que c'est aussi quelque chose qui est très récurrent et ça depuis des années. Mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, quelques années, ça s'est, comment dirais-je, accéléré pour diverses raisons. Donc, je te laisse la parole. Ok, donc comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'amertume par rapport à l'immigration clandestine. Donc, parce que les gens ne se lèvent pas un bon matin pour dire que je vais aller immigrer. Il y a forcément, sur tous les aspects, il y a forcément une cause, ou bien des causes multiples, je vais dire. Donc, comme on a dit, il y a des causes socio-économiques et politico-sociales aussi. Donc, on va commencer par les causes socio-économiques. Parce que cette année-ci, parce qu'il y a une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de gens qui migrent, qui prennent l'océan, qui partent en Espagne, principalement. Et puis, cette année-ci, on a constaté qu'au village, ici à Niamey, que vous avez visité, il y a eu un flux. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté le village pour partir rallier les côtes espagnoles. Et malheureusement, il y a eu des tragédies. Et moi-même, en personne qui vous parle, j'ai perdu mon neveu durant une traversée. Donc, c'est vraiment une chose déplorable à la fois. On ne va pas faire l'apologie de l'immigration. On ne va pas pousser les gens à faire l'immigration clandestine, mais on va quand même élucider les raisons pour lesquelles les gens le font en fait. Alors, déjà, dans un Donc, premier temps, euh, moi, je sais parce que j'ai eu à voir ces bateaux, mais quel genre de bateaux sont utilisés pour qu'ils puissent partir? bon, c'est des bateaux en bois comme... attends, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, c'est ce genre de bateaux en bois. On D'accord. appelle ici des pirogues.
Voilà, ces genres de bateaux en bois qu'on appelle ici pirogue, que vous voyez dans la mer et un peu partout. Donc, ce sont ces genres d'embarcations qui utilisent. Excuse-moi, ce sont ces petites pirogues parce que j'en ai vu des beaucoup plus grosses. Est-ce que ce sont que les Non, petites ou beaucoup plus grosses? non, en fait, ça c'est les petites, mais il y a des beaucoup plus grandes qui peuvent contenir jusqu'à 230 personnes. Ok, Donc, jusqu'à 230 personnes qui peuvent avoir une profondeur de 2 à 3 mètres et une longueur de 25 à 30 mètres. Donc, ça peut d'accord. contenir beaucoup de monde. Ok, Donc, c'est avec ces embarcations qu'ils prennent pour partir sur les côtes espagnoles. Et puis, ils ne partent pas parce qu'ils ont envie d'aller vivre en Europe. Ils ne partent pas d'une question de survie, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai expliqué la fois passée. C'est une question de survie. Parce que leur terre-mère, leur terre natale, ne leur offre plus rien, rien, absolument plus rien. La jeunesse est découragée, que ce soit diplômé, chômeur, diplômé, travailleur et tout, parce qu'il n'y a pas une politique d'accompagnement de la jeunesse en fait. Donc, sur le problème socio-économique, imagine, cette année-ci, la plupart des gens qui sont partis, sur 95 personnes, sur 100 personnes, les 90 sont des pêcheurs. d'accord. Alors, ils ont à peu près quel âge les personnes qui partent comme ça? Bon, c'est l'intervalle de 13 à 40 ans. 13 ans? De 13 à 40 ans. Ok, De 13 à 40 ans, donc c'est vraiment déplorable en fait. De 13 à 40 ans. Et puis, euh, ce qui est le plus alarmant, c'est le fait, non pas que les gens partent, mais le plus alarmant, c'est le fait qu'ils restent ici aussi, ça ne leur donne pas espoir. Imagine euh, un père de famille, en fait, qui a son enfant, ou bien ses enfants, qui partent en mer avec lui, durant, par exemple, 3 à 4 mois, et qu'il n'arrive toujours pas à avoir de quoi vivre le lendemain. Le lendemain. Ils n'ont pas de quoi vivre le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de produits. Il n'y a plus rien dans nos eaux. Il n'y a plus rien. L'État a tout vendu aux Chinois, aux chalutiers, à tous les bateaux possibles du monde. Une fois en haute mer, vous allez croiser beaucoup de bateaux qui pêchent sans réglementation. Ils ont tout vendu. Les donc licences qu'est-ce de que tu pêche, appelles sans réglementation? C'est-à-dire que si, avec une réglementation, on va dire qu'ils ont droit à une tonne, et puis sans réglementation, en fait, ils font ce qu'ils veulent. effectivement, 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 parce que normalement, il devait y avoir une politique de suivi au niveau de l'embarcation et aussi au niveau du débarquement. Parce qu'il y a des grands bâtiments, comme on s'appelle les grands bateaux, on les appelle des bâtiments. Il y a des bâtiments qui peuvent même avoir des usines de transformation à l'intérieur, en fait. Parce que j'ai eu des copains qui ont eu à naviguer, qui étaient des navigateurs, qui ont travaillé dans ces bateaux, et qui se disent qu'il y a des poissons qui sont à un certain âge, on ne peut pas les utiliser, mais il y a des cales à l'intérieur du bateau, là où on les stocke environ un mois pour qu'ils puissent avoir, environ un mois, et là, ils sont bien nourris pour qu'on puisse les transformer dans le bateau et sortir les produits déjà paquetés. D'accord. Alors, Donc, dis-moi, ces bateaux, lorsqu'ils ont pêché autant, ce sont des bateaux de quelle nationalité de façon générale? bon, la plupart sont de nationalité chinoise. D'accord. Et si vous partez sur YouTube, vous allez voir ce que ces Chinois même font subir aux Sénégalais, aux pêcheurs sénégalais. D'accord. Il y a Alors, beaucoup d'altercations. Il y a est-ce beaucoup que... d'altercations en haute mer Mhm. avec les Chinois. Il y a Ok, beaucoup d'altercations avec les Chinois. d'accord. Est-ce que c'est... quel est le régime social d'un pêcheur? En tout cas, toi, Brad, quel est, qui es-tu? Bon, par exemple, pour me présenter, en étant un pêcheur, je vais dire, parce que j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de pêcheurs, mes oncles,
mes cousins et tout. Donc, je sais bien comment vont le train de vie, en fait. D'accord. Au temps où il n'y avait pas trop les bateaux chinois et tout, en une journée de pêche, tu pouvais assurer la dépense quotidienne pour 3 à 4 mois en une seule journée. D'accord. Maintenant, La dépense quotidienne, elle est de combien? En tout cas, elle était de combien à cette époque-là? bon, ça tourne toujours en fait. Ça tourne toujours. Parce que tu as eu à vivre avec des familles sénégalais, donc il n'y a pas une réglementation normale. Parce qu'ils prévoient toujours un étranger, quelqu'un qui vient et tout, et tout, et tout. Mais il y a quand même un minimum à fixer. Donc, c'est 10 euros juste pour le repas en fait. De midi et du soir ou que du midi? Donc, que du midi. D'accord. Que du midi. Donc, ils Donc, arrivaient le matin, alors, excuse-moi, ils arrivaient avec les pêches d'antan à assurer donc 10 euros par jour pendant 4 mois. plus de 10 euros, hein, plus de 10 euros. Parce que ça, c'est juste le repas de midi. Mhm. Il y a pas encore le dîner et le petit déjeuner. D'accord. OK. Voilà. Et Donc, donc, ce tout qu'il le faut monde pouvait calculer, c'est manger à sa environ, faim. voilà, tout le monde pouvait prendre environ 20 ou 25 euros par jour D'accord. pour toute la famille, en fait. OK. Voilà. Et maintenant? Donc, maintenant, ce qu'ils avaient avant, ils n'ont plus maintenant. Parce qu'avant, en une journée, tu pouvais assurer la dépense quotidienne de 3 à 4 mois. Mais maintenant, tu fais 3 à 4 mois, tu ne peux même pas avoir de quoi te nourrir le lendemain. Donc, vous voyez le paradoxe. OK. Effectivement. Donc, c'est la raison principale, la raison primaire du pourquoi cette année-ci, les années précédentes, je vais dire, il n'y a que, ou bien la majeure partie des migrants sont des pêcheurs. OK. En plus, ils Parce connaissent qu'ils la ne trouvent mer, plus donc ils survie dans partent leur... sereins. Effectivement, effectivement. Et puis, le problème qui se passe après, c'est qu'en partant, ce n'est pas seulement des pêcheurs qui embarquent. Ce n'est pas seulement des pêcheurs qui embarquent. Tu peux être un paysan, tu peux être quelqu'un, et puis tu as ton argent, tu viens, tu dis que ouais, je vais embarquer avec vous, tu fais les tickets, tu embarques. Mais Donc, combien eux, coûte ils ne le vont ticket pas. alors? Est-ce que tu peux nous dire combien coûte un Bon, coup de ticket? le ticket, ça varie entre 500 et 600 euros. OK. Parce que c'est une certaine somme quand même. 500, Alors, 600 euros. tu parles en Ouais. euros effectivement parce que la vidéo va être diffusée essentiellement et pourquoi pas même ailleurs, mais tu expliques de façon générale pour que tout le monde comprenne. Mais en francs CFA, ça fait combien si 500-600 euros? En franc CFA, ça va de 300 à 400 000. Ce qui est une énorme somme en francs CFA. Ouais. Ouais. 300 à 400 000. Alors, combien de temps faut-il pour pouvoir mettre de côté cette somme-là? Bon, ça dépendra, hein, parce il y a certaines personnes qui vont vendre leur parcelle, d'autres qui vont vendre leurs propres matériaux de pêche. Il y a certains qui ont vendu leur pirogue, il y a d'autres qui ont vendu leur moteur au revoir pour pouvoir payer le billet de transport. Donc, OK. si la personne qui s'est toujours nourrie de ses propres outils de pêche va jusqu'à les vendre pour aller chercher un instrument, un moyen de survie ailleurs, c'est parce qu'il ne trouve plus de survie avec ses propres matériaux de travail, en fait. Mhm. Et tout ça pour pouvoir partir effectivement et tenter de rejoindre certaines côtes dans l'espoir, une fois arrivé dans ces pays-là, de pouvoir travailler et de récolter suffisamment donc d'argent pour pouvoir renvoyer cet argent à la famille pour qu'elle puisse survivre. Effectivement, effectivement, effectivement. Parce que c'est ce qui le fait partir, parce que c'est pas facile pour un père de famille de se lever le matin et puis d'avoir, et puis il faut le dire, hein, ici dans les familles de pêcheurs, ils ont tendance à avoir beaucoup d'enfants. Donc imagine un père de famille qui a 3 femmes et 10, 12 enfants. Et puis le matin, il ne trouve rien dans leur donner. Déjà même pour acheter du carburant pour aller en pêche, c'est un énorme problème. Pour avoir par exemple 10 euros pour acheter du carburant pour aller en mer, déjà c'est un énorme problème. Parce que c'est en mer que tu vas trouver ce que tu vas nourrir ta famille. Mais là,
déjà un énorme problème de trouver de l'argent pour acheter du carburant et aller chercher de quoi nourrir sa famille. Ouais, et puis du coup, c'est une estime de soi qui n'est plus présente et tu ne peux plus te permettre de vivre Effectivement, dignement, en fait. Tu perds ta dignité. effectivement, effectivement. Et il y a beaucoup de choses qui se perdent en fait. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Beaucoup de choses qui se perdent. La confiance en soi, la confiance à ton entourage. Et puis, tu as peur après. Comment est-ce que mes enfants, comment est-ce que mes femmes, comment est-ce que ma femme, comment est-ce que l'entourage vont me voir? Si, par exemple, mes enfants se lèvent le matin et qu'ils ne mangent pas, c'est à qui la faute? Donc, il y a tellement de questions qui vont se poser et qu'à la limite, ils vont se dire que non, attends, actuellement, il n'y a qu'une seule chose. Je vais aller soit pour réussir, soit pour mourir. Donc, ils partent avec cette envie inouïe Donc, ils de sont réussir. conscients que ça peut être fatal. Effectivement, parce qu'ils le savent, parce qu'ils connaissent très bien les dangers de la mer. Parce que chaque jour, ils vont en pleine mer, à 50, 30, jusqu'à 80 km de la mer. Donc, ils connaissent très bien la mer. Ils le connaissent très bien. Ils connaissent tous les dangers qui sont accordés à la mer aussi. OK. Donc, Ils c'est en connaissent pleine très bien. conscience qu'ils prennent la décision de tout vendre pour partir trouver quelque chose de meilleur de l'autre côté. Ou pas. Effectivement, effectivement, effectivement. Et c'est toujours en cours de route qu'il y a souvent beaucoup de problèmes parce que les gens ils meurent par déshydratation. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des mal de mer, ils vont vomir durant tout le trajet et puis après, ils ne vont plus tenir le coup. Et le plus dur, c'est que tu peux être avec ton propre frère ou bien avec ton propre cousin. Tu vois, tu meurs, on va te garder dans la pure, on va te jeter en mer en fait. Donc, il y a tout ce traumatisme qui les tient et tout. Donc, imagine une groupe avec 250 personnes ou bien 200 personnes pour 7 jours en pleine mer. Donc, vous voyez un peu les conditions que les gens vivent au niveau du trajet et tout. Donc, Parce qu'il n'y a pas de voile. c'est vraiment. Il n'y a pas de voile. Je veux dire, c'est un bateau qui est totalement primaire. Ils sont solides, mais c'est des bateaux primaires. Donc, du coup, il n'y a pas de voile. Pour dormir, ça doit être quelque chose. C'est très, très éprouvant. Non, vous ne dormez pas en fait. Le problème, c'est que vous vous entassez tellement que c'est de la même position que tu es assis tous les 5 ou bien 6 jours de route. Si tu te lèves, tu vas marcher sur les gens pour aller faire tes besoins et revenir en fait. Donc déjà, les conditions sont drastiques. C'est vraiment pas facile. Les conditions sont drastiques en fait. Et puis, il y a cette envie inouïe qui les anime. Il y a cette envie inouïe qui les anime de réussir ou mourir en fait. Donc, ils y vont avec comme idée, soit je vais atterrir en Europe, soit je vais mourir. Parce que si je reste ici, je vais voir ma famille mourir. Vous voyez? Donc, mieux vaut que j'aille, que je me sacrifie, que je réussisse ou pas. Enfin, ce n'est pas mon problème. Donc, c'est souvent cette philosophie qui les anime. Parce qu'après, ils sont découragés. Ils partent avec cette envie inouïe de réussir. C'est ça le Alors, principe. comment peux-tu expliquer que des jeunes, des enfants de 13 ans aient je dirais pas cette rage de vivre, c'est une certaine rage de vivre, mais comment peux-tu expliquer que des enfants de 13 ans, alors déjà, comment expliquer que ces enfants de 13 ans puissent avoir envie de partir, mais comment expliquer aussi que des parents puissent laisser des enfants de 13 ans partir? Oui, oui, parce que le problème, c'est qu'avec les enfants, ils ont souvent plus de chance, d'après ce qu'ils disent, en fait, parce que je n'y suis jamais allé, donc je ne peux que me fier aux rumeurs et tout. Donc, d'après ce qu'ils disent, ils disent que quand tu es un enfant et que tu arrives en Espagne, ils vont te mettre dans un centre. Là, tu pourras étudier avec les protections des droits de l'homme, avec le droit des enfants et tout. Donc, les enfants ont plus d'avenir là-bas que les grandes personnes, en fait. C'est pourquoi, souvent, le père de famille, même s'il ne peut pas partir, il va dire à son fils, vas-y,
quand tu seras là-bas, ils vont te mettre dans une bonne école, tu pourras jouer du foot, tu pourras avoir un avenir là-bas, etc. C'est pourquoi ils envoient les enfants, en fait. Et tu en connais beaucoup des enfants qui sont partis et qui sont arrivés? Ouais, Ok. Et tu en connais beaucoup des enfants qui sont partis et qui ne sont pas arrivés? malheureusement, oui. Ok. Ok. Et pour revenir justement au point de vue sociétal, donc tu habites à Nianing. Est-ce que tu peux nous expliquer où se trouve Nianing par rapport à Dakar? Bon, Nianing, c'est au sud de Dakar, à 89 km au sud. D'accord. Donc, c'est dans la région de Thiès, en fait. C'est dans la région de Thiès, dans la petite côte. Dans la petite côte. Donc, la petite côte, ça part de Dakar à Cap. D'accord. Pour avoir vu, pour y avoir été, je sais que c'est très beau. Il y a beaucoup de mamans qui ramassent des coquillages. Ouais, ouais. C'est une vraie ville de bord de mer, de côtière, mais surtout une vraie ville de pêcheurs. Mais je me souviens aussi que tu m'avais fait visiter en fait, nous avions longé la mer et qu'il y avait un domaine qui était totalement fermé. Donc, tu m'avais expliqué que justement, ça avait causé une grande difficulté financière pour les familles parce que énormément de personnes travaillaient là aussi. Et donc, du coup, le fait que ce lieu-là soit fermé, ça avait fait chuter l'économie de la ville. Maintenant, tu m'expliques que de par le fait qu'il y ait de grands bateaux de pêche, des bâtiments de pêche dans les mers et qui prennent tous les poissons, ça met aussi en difficulté donc les pêcheurs, donc les familles. Ma question est, que faire et que fait donc les dirigeants du Sénégal, en l'occurrence, bon, nous n'allons pas faire de la politique, mais Voilà. voilà. Moi, c'est ma grande question. Non, mais je comprends, je comprends, je comprends. Donc, il faut juste comprendre qu'au niveau de la petite côte entre Bali, Warang, euh, Bour, Joal et entre autres, ce qui se passe réellement, c'est que Nianing, c'était le poumon du tourisme de la petite côte. Parce qu'il y avait deux grands établissements, les premiers plus grands hôtels du pays. Le domaine de Nianing et le club Algérie. Ok. Donc, c'était des centaines de personnes de la petite côte qui travaillaient en fait. Donc, imaginez que ces deux grands hôtels, ils ferment. Tous les gens qui travaillaient là-bas sont devenus des pêcheurs, forcément. Parce que c'est la seconde activité au niveau du village, en fait. C'est la facilité. La mer étant en face, c'est la facilité. Voilà, voilà. Donc, toutes ces personnes qui ne travaillent plus dans les hôtels sont ici. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'en 2016, je pense, si je ne me trompe pas, parce qu'il y avait même le premier ministre qui était venu jusqu'à Nianing pour dire qu'il y a des investisseurs qui avaient acheté l'un des hôtels, que ça allait réouvrir, que les gens pourront reprendre leur activité et que le tourisme pourra refaire son plein à Nianing. Ok. Et depuis lors, on n'a rien vu. Rien. Et l'autre, c'est le domaine de Nianing. Avec le domaine de Nianing, il y a quelqu'un qui l'a acheté, un certain Baratal, c'est un homme d'affaires, il a acheté. Et depuis lors, il n'a rien fait. Et ce qui nous intrigue, nous les jeunes, c'est le fait que nos autorités n'en disent rien de clair en fait. Ils ne disent absolument rien de clair Donc, par ce qui rapport veut à dire cette que situation. ce domaine en question a été racheté, donc il aurait pu déjà depuis un moment reprendre une activité parce que pour l'avoir vu, il y a des petites maisonnettes, c'est un domaine qui est immense, qui est très bien entretenu parce qu'il y a toujours un gardien puisque on s'était fait courser par Ouais, le gardien. Donc, je veux dire, il est ouais. entretenu, la structure est viable, mais il ne s'y passe rien. Donc, Non, rien. Rien, comment rien. faire pour Parce que, justement donner à la jeunesse comme toi et les autres une opportunité justement d'avoir un avenir meilleur? bon, tout va reposer sur une bonne politique sociale en fait. Il faut qu'ils aient l'habitude. Bien, il faut qu'ils aient une politique sociale plus développée, une politique d'emploi, une politique de développement. Ils font trop de politiques politiciennes en fait. Et ça nourrit pas une jeunesse.
je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, au niveau de Niani, il y a la mer. Il y a la mer, en fait. Mais imaginez, il y a une autre commune qui est à l'est, à, je dirais, 30, 40 km, 45 km des plages. Et cette même commune a installé une usine de transformation des produits halieutiques. Une usine de transformation de produits quoi? Des produits de la mer, des produits halieutiques. D'accord. Imaginez, vous voyez bien la différence en fait. Il y en a qui a une mer, qui a des pirogues, qui a des pêcheurs et tout, ne peut pas avoir une usine pour faire travailler les jeunes qui font des activités parallèles à la mer. Et il y a une autre commune à 45 km des côtes qui a réussi à avoir sa propre usine de transformation. Donc, tu es en train de m'expliquer que vous qui êtes au bord de mer avec des pêcheurs, vous n'avez pas d'usine de transformation, mais qu'il y a un village, une ville qui se trouve à 45 minutes donc, de la côte, donc c'est-à-dire dans les terres, Ouais. et qui a, elle, son usine de transformation. Mais elle transforme quoi, finalement? Les produits que les pêcheurs, des Yanning, apportent. D'accord. Donc, vous pêchez, vous rapportez la pêche à cette usine-là qui transforme les produits? Effectivement. Donc, ce sont les habitants de cette ville-là qui travaillent, finalement. Effectivement, effectivement. D'accord. OK. C'est-à-dire que la jeunesse du Mali ne travaille pas. Mais elle fait travailler la jeunesse des autres communes. C'est ça le paradoxe en fait. Ah oui. OK. Ouais. C'est ça le paradoxe. Dis-moi, les poissons qui sont pêchés par ces bâtiments et transformés, où sont vendues les transformations? Bon, ça, je pense que, comme on a l'habitude de le dire, hein, l'Afrique, c'est le berceau des matières premières. C'est encore aussi le plus grand marché. Donc, ils viennent, ils puisent les ressources ici Mhm. et ils partent en Europe, en Asie, en Amérique, ils les transportent et ils reviennent nous les vendre aussi, en fait. C'est bien ce que je pensais. D'accord. Ouais. OK. Comment voulez-vous avancer? Ouais. C'est bien ce que c'est pour ça que je te pose la question parce que c'est bien ce que je pensais. Voilà. Ouais, Donc c'est comme un c'est ça, voleur qui te effectivement. vole et que quand hein? Ouais. Il te vole, il retourne, et toi, tu redeviens le receleur, en fait. Tu es la victime, puis le receleur. Comme ça que ça marche. OK. Ils viennent, ils prennent nos ressources, ils repartent à l'étranger, ils les transforment, et puis ils reviennent, nous les vendent. Et même s'ils nous vendaient la meilleure des qualités, ce serait quelque chose de bien, en fait. Mais nous sommes toujours relégués au second plan. Toujours relégués au second plan, en fait. La meilleure qualité reste en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Par exemple, sur partent pêcher du poisson, la meilleure qualité ne revient pas ici, en fait. Oui, vous avez les C'est la boyaux, quoi. seconde qualité. Voilà, voilà, effectivement. Qui reviennent ici après, quoi. Donc, il y avait juste un exemple. Il y avait un Espagnol. Il avait des champs de pastèques ici. Mais à la récolte, on sélectionnait les meilleurs fruits qu'on amenait en Espagne. Le reste, c'est ce qu'on vendait ici au Sénégal. Et à prix d'or. Ouais. Ouais. Et puis, ils font travailler des gens ici. C'est bien, c'est déjà bien de faire travailler des gens ici. Mais après, ils sélectionnent la plus bonne récolte. Ils envoient ça en Espagne. Et le reste, c'est ce que le travailleur, leur famille, le pays va consommer en fait. OK. Et c'est comme ça que ça se passe toujours. Alors, tu as malheureusement, il s'est passé malheureusement il y a peu un incident. Euh, Comme à mon avis, il y en a dû avoir beaucoup. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? De la désolation,
de la consternation aussi et beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume, vraiment. Parce que cette jeunesse méritait mieux, en fait. Toutes ces personnes qui sont englouties dans les eaux méritaient mieux, en fait. Ce sont des Vous gens que avez en plus, ce sont des gens, gens que tu côtoyais au quotidien. toujours, hein, toujours des gens avec qui j'ai fait plus de 25 ans d'amitié, d'autres plus de 20 ans, d'autres on a fait les bancs et tout ensemble. Donc c'est vraiment dur, mais bon, peut-être que les choses en ont voulu ainsi. Tu n'as jamais pensé traverser les eaux, toi aussi? Non, non, franchement, non. Ça m'a jamais traversé l'esprit parce que moi, j'ai une forte culture entrepreneuriale. Et puis, j'ai toujours cru en moi, hein. Donc, ce que je peux avoir en Europe, je peux l'avoir ici, hein. Ah, Amine, Amine, Donc, j'ai Amine. toujours cru en Et comme on parle beaucoup, je sais que tu es un vaillant guerrier et que tu as un esprit vif, effectivement. Mais est-ce que c'est toujours facile de mener à bien les projets que tu as ou que d'autres jeunes peuvent avoir? Non, c'est pas facile parce que déjà, il n'y a pas de soutien. Parce que normalement, l'État devrait avoir ce caractère de souteneur. En fait, s'il voit des jeunes euh, essayer d'entreprendre sur les épaules, sur leur facilite beaucoup de choses. Mais déjà, si tu as ta petite entreprise juste pour avoir des papiers, se légaliser, c'est tout un problème. Déjà, c'est tout un problème. Et puis ça, c'est le début pour te légaliser, être conforme. Déjà, c'est tout un problème. Ils vont te faire marcher, courir, faire tout, en fait. Donc, c'est désolant, en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent tenter l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont morts, qui sont actuellement en Espagne. Ils pouvaient y aller, rester ici, investir dans le pays et travailler. Oui, voilà, c'est que Mais bon, ils ne peuvent c'est pas pas. parce qu'ils s'ennuient chez eux, c'est pas parce qu'ils s'ennuient, c'est pas parce qu'ils ont rien à faire chez eux, c'est vraiment parce que à un moment donné, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur envie, de leur rêve, et qui se sont dit bon ben Ah, pourquoi pas tenter le tout pour le tout. le tout pour le tout, voilà, vivre ou mourir en fait. Ça pourrait être Puis c'est, un bon titre de film, Vivre ou mourir, et pouvoir exprimer justement par des faits. Je sais que bon, maintenant, avec les réseaux, on voit énormément de vidéos, on voit énormément de choses, mais je pense que malgré tout, je ne suis pas encore certaine que les gens ont pleinement conscience parce que quand tu expliques que c'est 7 jours assis au même endroit, là, ça fait peut-être une demi-heure et j'ai déjà tourné 10 fois sur moi-même parce que je me sens pas confortablement installée. Donc, le soleil, je suis originaire de la Martinique, le soleil tape, mais pour avoir été au Sénégal et à Nianing, je sais que le soleil peut être féroce, sur la mer d'autant plus. Donc, c'est vraiment c'est une visualisation de la, comment dirais-je, euh, je pense que c'est, le terme me manque, mais je n'ose pas imaginer ce que ces gens-là peuvent penser au moment où ils sont donc sur les eaux, entassés comme ça, avec de la nourriture. Je me doute qu'ils partent avec une certaine quantité de nourriture et qu'il y a une organisation, mais à un moment donné, il peut manquer de nourriture, il peut manquer d'eau, et se voir mourir comme ça pour aller chercher quelque chose de mieux ailleurs, je trouve ça quand même extraordinaire parce que tu me dis que les Chinois pêchent à outrance, les Espagnols cultivent à outrance, les Européens de façon générale cultivent à outrance, vous renvoient vos propres produits à acheter en sachant que la qualité du produit que vous rachetez n'est pas la meilleure qualité lorsque finalement ça vient de chez vous et que vous avez contribué à cultiver ces produits, ces différents produits. Alors j'ai envie de te poser une question. Quelle serait ou quelle pourrait être la solution? Si solutions il pouvait avoir. bon, déjà, la première des solutions pour arrêter ce double fléau,
sera une conscientisation des gens. La première chose sera de conscientiser les gens que tout ce qu'ils cherchent en Europe, s'ils restent ici et qu'ils croient en eux, avec l'accompagnement de leurs proches ou bien de l'État, ils peuvent l'avoir en fait. Alors, que fait l'État? Bon, déjà, l'État doit avoir une politique de développement en créant des emplois pour les jeunes. Surtout ça. Parce que la jeunesse ne travaille pas. Et les investisseurs aussi, il y a des clauses correctes, des clauses respectables avec les investisseurs. Tu as Parce l'impression que qu'il y a les une, investisseurs, excuse-moi de te couper, tu as l'impression qu'il y a une véritable, comment dirais-je, est-ce que tu as l'impression que l'esclavage soit terminé? Alors, il n'y a jamais vraiment eu l'esclavage en Afrique, mais la notion du colonialisme, la colonie, est-ce que tu as l'impression que c'est cette notion-là, même si tu ne l'as pas vécu avant, mais est-ce que tu ressens encore là maintenant, de par ce que tu m'expliques, cette emprise de l'Europe sur l'Afrique et sur le Sénégal? ah oui, ah oui. Actuellement, on vit de néocolonialisme en fait. C'est une colonisation d'une autre façon. On vit de néocolonialisme. Parce que notre marché est bordé de produits européens. Les gens ont l'habitude de consommer les produits européens à l'avantage des produits locaux, premièrement. Deuxièmement, les gens ont tellement ce complexe d'infériorité, supériorité, que ce serait tellement difficile de faire comprendre à une personne que la pomme de terre cultivée ici au village peut être même meilleure que la pomme de terre que vous avez cultivée, que vous avez importée de l'Europe, etc. En fait. Effectivement. Donc, voilà, voilà. Donc, il y a cette culture d'infériorité, supériorité qui pousse aussi les gens à prendre la pirogue. Parce qu'ils se disent que l'Europe est supérieure à l'Afrique, comme le CFA est supérieur comme l'euro est supérieur au CFA. Donc, il y a un vrai problème et complexe d'infériorité supériorité. Donc, ça va encore retarder les solutions que nous étions en train d'énumérer. Tant qu'il n'y a pas cet éveil de conscience, imposer des solutions sera toujours très difficile. Parce que vous avez déjà, vous avez déjà fait l'expérience. Vous avez déjà fait l'expérience. À bas âge, quand il y a un blanc qui vient ici, ce que font les enfants, cadeau, 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 vous voyez ça en fait. Et que ce soit en France, en Asie ou bien en Amérique, vous n'allez jamais voir un noir qui marche et qu'un petit blanc lui dit noir, noir, cadeau, cadeau, cadeau. En fait. Donc, c'est quelque chose d'ancré dans les têtes depuis le bas âge. Donc, trouver des solutions à cela va nécessiter beaucoup de conscientisation aussi. Effectivement. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que veut dire Toubab? Parce que je sais, mais c'est tout ce qui est de l'extérieur. C'est pas forcément qu'il soit blanc ou quoi que ce soit. Parce que moi, on m'a appelé aussi Toubab parce que je parlais le français. Donc, c'est tout ce qui vient de Voilà, voilà. l'extérieur. Tout Donc, ce ce qui qui vient de signifie l'extérieur, que qui ne parle pas tout ce les qui est à langues, qui ne l'extérieur parle de pas même soi. les langues africaines, en fait. OK. Voilà. Tout ce qui est l'extérieur du Sénégal et qui ne parle pas les langues africaines, en fait. Alors, est-ce qu'on considère un Guinéen comme un Toubab? Non. Ils ont une autre appellation, en fait. Ah, OK. Alors, c'est quoi? Un drang. Un drang. Les Guinéens, on les appelle les drangs. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, par rapport à la prononciation du 5 francs. Le 5 francs sénégalais, c'est dërëm. Dërëm, c'est 5 francs. OK. Eux, avec leur langue, ils ne peuvent pas prononcer dërëm. OK. Donc, ils disent drang. OK. Donc, c'est de là que est sorti le nom drang. Donc, quand ils t'entendent parler et que tu dises drang, automatiquement, ils savent que tu es un Guinéen. OK. D'accord. Voilà, OK. c'est Donc, pour il y a ça qu'on des les codes. appelle drang. En fait. Ouais. OK. Mais du coup, la notion justement, alors,
comme tu le sais, moi, je suis dans l'accompagnement, dans la pratique, pardon, en déprogrammation des mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a vraiment une problématique qui est ancrée à l'intérieur des personnes, parce que ce qui veut dire que tout ce qui est à l'extérieur de nous est meilleur que ce qui est à l'intérieur. Donc, il y a un désamour de soi. Effectivement, parce que c'est déjà ancré dans le cerveau des gens que la limite c'est très compliqué. Non, attends, ça va bien. Hey, Youssou, ça va bien. Ça va, oui. Mais tu es populaire, dis donc. Mais tu es dans ton fief, c'est normal. Bah oui, tu vois, parce que comme c'est des villages de pêcheurs, donc voilà quoi. Ça se donne des poissons par ici, ça se donne des cours de morale par là-bas, ça fraternise, parce que souvent les pêcheurs ils vont pas à l'école, donc c'est toi qui a fait les banques, qui les aide à chercher les papiers pour leurs enfants, beaucoup de choses en fait. Donc ce brassage, voilà quoi, qui facilite beaucoup de choses. Effectivement, tu es celui qui donne la main pour que les autres puissent avancer à faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Ah, il y a une petite coupure. Alors, je vais meubler. Je vais meubler. Donc, Brad Sarr, qui est justement au Sénégal, donc il y a une petite coupure technique parce qu'effectivement, c'est l'Afrique. Et puis, je pense qu'avec le vent, comme il est au bord de mer, il y a une problématique. Donc, je suis très heureuse de pouvoir faire cette palabre avec Brad parce qu'il appuie sur des notions qui sont très importantes, l'amour de soi, la valorisation de soi, et ne pas considérer que ce qui se trouve à l'extérieur de nous-mêmes soit meilleur que ce qui est à l'intérieur de nous. Et il est vrai que de par l'histoire, qu'elle soit liée, que nous nous trouvions aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, et donc en l'occurrence en Afrique, dans toutes les colonies, qu'elles ont été colonisées par la France, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal, nous constatons quand même que de génération en génération, comment dirais-je, cette notion d'infériorité est toujours bien présente. Elle est présente au point de mettre sa vie en danger. Donc, je vais voir si Brad, non, il ne s'est toujours pas connecté, donc au point de mettre sa vie en danger. Et que faire? Alors, nous avons beau avoir de grandes idées, d'avoir des grands cœurs, de vouloir échafauder de grands projets, de grandes stratégies, si les dirigeants eux-mêmes ne sont pas à même de se rendre compte de la problématique qui se trouve dans leur pays, je ne pense pas qu'on puisse seul arriver à gérer quelque chose. D'autant que énormément des présidents ou des dirigeants sont malheureusement positionnés dans ces pays de manière abusive, je dirais, parce que même s'il y a des élections, ce sont des personnes qui sont au service finalement des grandes puissances extérieures et qui continuent à contribuer à la richesse des puissances extérieures en oubliant qu'à l'intérieur, il y a des personnes, des enfants, des femmes, des hommes, un peuple tout entier qui ne demande qu'à vivre pleinement et qui mérite de vivre pleinement. Alors, est-ce que Brad a pu se reconnecter? Pas encore. Alors, nous avons dû arrêter l'enregistrement, le suspendre momentanément parce qu'il y a une coupure de Wi-Fi et d'électricité au niveau de Brad. Je n'ai pas réussi à me reconnecter avec lui parce que bon, ça reste l'Afrique. Les infrastructures ne sont pas aussi justes et alignées que nous puissions avoir en Europe. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas continuer la palabre en compagnie de Brad. C'est bien dommage parce qu'elle était bien sympathique. Je ne manquerai pas de le recontacter pour que nous puissions reprendre cette palabre. En attendant, je vous remercie de l'avoir écouté, regardé surtout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Macaboufa officielle, les palabres de Macabou, de MKB Concept.
Donc, je vous invite à nous suivre, à vous abonner et à très bientôt.